Bonsoir, bienvenue à vous, ravi de vous retrouver. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Présidente du Front National, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, beaucoup de thèmes à aborder avec vous, l'économie, la révolte fiscale, vos ambitions. Pour les municipales, et cette question qui fait débat cette semaine, la France devient-elle raciste? Pour vous interroger ce soir, Mathieu Croissando du Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir Mathieu, mais aussi vos questions, que vous soyez auditeur ou téléspectateur de cette émission pour interpeller Marine Le Pen. Rendez-vous sur Twitter. Et on attend vos questions, un mot-clé tous Paul, et c'est parti jusqu'à 19h. Tous politiques. Le rendez-vous politique de France Inter, France 24 et du Parisien aujourd'hui en France. Marine Le Pen, 5 nouveaux radars incendiés ces dernières heures en Bretagne. On en est à une quarantaine depuis le début de la crise. Est-ce que vous comprenez ceux qui font ça ? Non, ce que je comprends, c'est qu'il existe en France une véritable révolte que le gouvernement cherche à localiser en Bretagne ou à minimiser, mais qui en réalité touche toute la France, toutes les catégories des Français, que ce soit les artisans, les commerçants, les familles, les travailleurs, l'agroalimentaire, l'industrie, et qu'aujourd'hui, il y a des symboles en quelque sorte de cette révolte qui tombe sur les portiques, sur les radars, sur les sous-préfectures, etc., etc. Vous condamnez ceux qui font ça, vous les excusez, vous les comprenez ? Oui, évidemment, je les comprends, comme beaucoup de Français d'ailleurs, on les comprend, je crois. C'est de l'argent public aussi, un radar. On comprend cette colère, oui, bien sûr. C'est détruire le bien public. On comprend cette colère, oui, oula, c'est très mal, bien sûr, et il faut le condamner, c'est très mal de détruire le bien public. Vous êtes ironique, là ? Mais non, je ne suis pas ironique, je voudrais qu'on s'attache à répondre aux souffrances de ceux qui expriment cela. Car je ne voudrais pas non plus qu'on se retrouve dans la situation, vous savez, de juger la vieille dame qui crie au voleur en lui disant « Écoutez, si vous pourriez faire un petit peu moins de bruit quand même, ce serait quand même sympathique. » Vous voyez ? Donc, il y a dans notre pays des gens qui n'arrivent plus à vivre. Il y en a même qui n'arrivent plus à manger. Voilà, il faut juste le savoir. Il y a des secteurs entiers de l'économie qui sont en train de s'effondrer. L'industrie, l'agroalimentaire voit arriver, à cause de la directive détachement des travailleurs, des milliers de travailleurs qui viennent d'Europe de l'Est, qui sont utilisés par les industries, les entreprises, et qui viennent faire une concurrence, un dumping social déloyal. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui sont en train d'être perdus. Et parallèlement à ça, le gouvernement continue, sur ordre de l'Union européenne, de mettre en œuvre une politique d'austérité qui passe par une aggravation spectaculaire des impôts. Et ce, en un temps très court, puisqu'on sait très bien que 84 taxes ont été mises en œuvre dans les 2 années, la dernière année de Nicolas Sarkozy et la première année de François Hollande. On va en reparler de ça avec Mathieu Croissando, mais d'abord, sur ce que vous avez employé le mot révolte. Vous dites que ça ne se passe pas forcément en Bretagne. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un climat pré-révolutionnaire qu'on est en train de vivre? C'est toujours un risque, vous savez, c'est toujours un risque. Le risque, c'est de passer de la révolte à la révolution. Et lorsqu'on a, et ce danger existe lorsque l'on a un gouvernement qui est autiste. Ça, c'est un vrai danger, car il n'y a pas que l'agroalimentaire qui est en crise, encore une fois. Les sages-femmes sont en crise, les vétérinaires étaient en grève, les centres équestres, dont la TVA va augmenter de manière spectaculaire, etc. Donc c'est pas une jacquerie locale. Ça n'est pas une jacquerie locale. Et ceux qui veulent limiter cela à une petite révolte territoriale, je crois, se trompent, minimisent le problème, cherchent à le camoufler et donc n'y apportent pas les réponses qui sont attendues. Mathieu Croissando. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des chefs d'entreprise aussi, de ces entreprises qui manifestent aujourd'hui? Je pense aux volaillers par exemple, on sait qu'ils font plutôt du bas de gamme, ils se sont mis sur une niche qui était du bas de gamme avec une main d'œuvre qui est plutôt pas bon marché. En gros, ils vivent de subventions versées par l'Europe et le jour où les subventions s'arrêtent, ça ne peut plus fonctionner. Oui d'accord, mais ces subventions ne sont pas versées par l'Europe, cher monsieur, ces subventions sont versées par nous. Car, encore une fois, c'est notre argent qui transite par l'Europe. Il faut quand même en être conscient. Oui, mais quand le volailler doux construit une usine au Brésil pour faire bon an, mal an la même chose... Vous avez raison, mais il suit en cela la politique incitative qui est effectuée à l'égard des entreprises françaises par les gouvernements successifs. On a expliqué aux industries et aux entreprises que de toute façon, pour être compétitifs, il fallait qu'ils délocalisent. On a facilité ces délocalisations, on leur a montré le chemin. Eh bien, ils se sont évidemment précipités dans la brèche.
D'autant que, encore une fois, aujourd'hui, on est dans une situation, en termes d'emploi, quasiment de préférence étrangère. Je suis allée à Batimat. Bon, et la Fédération française du bâtiment a enfin compris que la directive détachement des travailleurs était en train de leur coûter cette année 40 000 emplois. Et peut-être l'année prochaine, le double. Alors, il faut rappeler aux auditeurs, aux téléspectateurs, Voilà. que c'est une directive qui encadre le travail de résidents européens sur le sol En français. fait, c'est la fille de la directive Bolkestein. C'est-à-dire que c'est celle qui permet à des entreprises, et même qui les pousse, qui les incite à aller chercher des travailleurs à l'étranger à bas coût, qui sont certes payés le SMIC, mais dont les charges sont payées sur la base de leur pays d'origine. Alors quand une entreprise fait ça dans un secteur, eh bien toutes les autres sont obligées de le Donc faire il faut aussi, faire la chasse car aux sinon, patrons. elles ne Marine sont Le Pen, plus la responsabilité, c'est compétitives. celle des patrons qui profitent Non, la des failles de cette responsabilité, directive. c'est celle des politiques. Toujours celle des politiques. Car si vous comptez effectivement sur l'humanité L'honnêteté. d'un certain nombre... Mais c'est pas un problème d'honnêteté, monsieur, c'est un problème de compétitivité. En l'occurrence, vous dites à des entreprises, eh bien écoutez, soyez patriotes et ne soyez pas compétitifs, continuez à ne pas utiliser des travailleurs étrangers. Elles ne le font pas. Voilà, donc c'est au gouvernement d'arrêter cette folle directive Alors, de détachement des elle est travailleurs. précisément en et de manière rediscussion. Elle est en plus rediscussion générale. au niveau européen. Oui, enfin, elle est en Qu'est-ce qu'il faut discussion. faire ? On dit qu'elle est en discussion parce qu'on est avant les élections européennes, d'accord ? En réalité, elle est pas plus. Elle est en discussion, certes, mais en réalité, rien ne changera. Il faut la réécrire ? Mais non, mais il faut la supprimer. Il faut supprimer la politique ultralibérale. Il faut supprimer cette ouverture totale des frontières. Il faut supprimer la mise en concurrence déloyale avec les pays à très bas coût. Et il faut arrêter les négociations qui sont ouvertes sur le traité transatlantique qui vont ouvrir totalement nos marchés au Ça va marché. prendre des années, ça. au C'est marché. en discussion pour longtemps. Oui, c'est en discussion pour longtemps. Mais le jour où ce sera mis en œuvre, on sera mort. Et en l'occurrence, il y en a une qui a déjà été ouverte de frontières, c'est celle avec le Canada. Et on va en vivre les conséquences dans très peu de temps. Est-ce qu'on va, oui ou non, arrêter cette folie dont on voit qu'elle entraîne un chômage de masse, que c'est la guerre de tous contre tous, qu'elle fait se battre les peuples les uns avec les autres par l'intermédiaire du dumping social et qu'évidemment, elle est en train d'effondrer notre système de protection sociale. Marine Le Pen, on a entendu votre constat sur la fronde sociale partie de Bretagne. L'actualité de la semaine a été dominée également par la dégradation de la note de la dette française par l'agence Standard & Poor's. Nouvelle dégradation d'un cran. Avant d'entendre votre réaction, celle du ministre de l'économie, Pierre Moscovici. La note de la France à 2A reste une des plus élevées du monde et une des plus élevées de la zone euro. Nous sommes un pays extrêmement solide. J'ajoute que, et d'ailleurs l'agence le manifeste, on peut faire confiance à la France, les investisseurs peuvent faire confiance à la France. En même temps, je l'ai dit, je regrette cette dégradation et puis je déplore aussi certains jugements que je considère comme critiques et inexacts. Mathieu Croissando. C'est grave ou c'est pas grave au fond ? Oui, oui, c'est grave, bien sûr. C'est grave parce que la conséquence immédiate, c'est le danger de l'augmentation des taux d'intérêt, puisque ils nous ont forcés, les uns et les autres, depuis 1973, à aller emprunter auprès des marchés financiers. Donc toute hausse des taux d'intérêt, c'est-à-dire toute crainte à l'égard de notre capacité de remboursement, peut entraîner immédiatement, si vous voulez, une augmentation très, très lourde de la dette. Pour l'instant, Voilà. ça ne s'est pas vérifié depuis la perte du triple A. Si, le lendemain matin, il y avait une hausse des intérêts. Il y avait une hausse des intérêts à 10 ans. Mais ça veut dire surtout une chose, c'est très important, c'est la fin du symbole et de cet argument qui est totalement faux, qui consiste à dire la politique d'austérité est là pour justement nous permettre d'avoir des marges de manœuvre par rapport au marché financier. C'est faux. La politique d'austérité, elle aggrave la situation, elle aggrave les déficits, elle aggrave la dette, comme elle l'aggrave d'ailleurs dans tous les pays Alors, où ça veut cette dire qu'on politique laisse d'austérité a été mise en œuvre. Ça veut En dire qu'on laisse Grèce, filer le déficit, Marine Le Pen. en Si on est Grèce, contre au l'austérité. Portugal, en Italie, en France, l'austérité contracte l'économie et elle entraîne une perte de recettes et donc une aggravation de nos déficits et une aggravation de nos Vous dettes. laisseriez Ce que je filer, voudrais- je reprends la question de Rosine, vous laisseriez filer les déficits, je vais vous parce que répondre. finalement, c'est pas si Je grave que termine ça. juste mon argumentation, si vous voulez. C'est qu'une hausse des taux d'intérêt, et vous le savez pertinemment, rayera d'un trait de plume l'ensemble des efforts, les milliards d'efforts qui ont été demandés aux Français depuis 3 ans. Et ça, c'est évidemment catastrophique. Mais est-ce que vous, Marine Le Pen, vous partagez l'avis de Standard & Poor's, en gros,
qui dit c'est un pays où il n'y a pas assez de réformes et puis il y a une pression fiscale qui est moi, trop monsieur, je forte. ne fonde pas mon jugement sur Standard & Poor's, voyez-vous. Je fonde mon jugement sur les indicateurs qui sont en ma possession. Et tous les indicateurs, contrairement à ce que dit le gouvernement, sont au rouge. Voilà, ça c'est une réalité. Notre déficit augmente, notre croissance est baissée tous les 3 mois dans les prévisions qui sont faites, et elle vient d'être baissée. Le déficit est revu à la hausse, lui. C'est ce que la Commission vient à nouveau de nous dire. Voilà, c'est ça que je vois. Les défaillances d'entreprises se multiplient, les plans sociaux se multiplient, les investissements, contrairement à ce que dit le gouvernement, ne sont pas relancés, mais continuent à baisser. Et tout cela permet de dire que la situation ne va pas mieux, elle va de plus en plus. Je repose ma question. Oui. Ça veut dire que quand on est contre l'austérité, est-ce que ça veut dire qu'on laisse filer la dette? Non, madame. Ça veut dire que d'abord, on fait des économies sur les mauvaises dépenses de l'État. Alors lesquelles, Pas par sur les exemple bonnes. Immigration, le coût de l'Union européenne, 7 milliards d'euros par an. La fraude sociale, 20 milliards d'euros par an. La décentralisation folle, telle qu'elle a été organisée, qui avait d'ailleurs déjà été condamnée par Philippe Seguin. Le fonctionnement de la sécurité sociale, sur lequel il y aurait beaucoup à dire. La formation professionnelle, où personne ne dit rien, parce que tout le monde est tétanisé. Il y a une réforme en cours, mais qu'il y aurait, oui, il y aurait faudrait d'abord qu'il y ait un grand audit avant même qu'il y ait une réforme. Il y a beaucoup d'économies à faire. Et la première à faire, madame, d'économie, ce sont sur les 50 milliards d'euros que nous versons aux marchés financiers en intérêt chaque année. C'est-à-dire qu'il faut sortir d'entre les griffes de ces marchés financiers. Comment on fait? Parce que c'est une dette, on paye les intérêts de notre dette. Rendre à la Banque de France la possibilité de prêter au Trésor sans intérêt, ce qui était le cas avant 1973. Ça permettrait d'emprunter sans intérêt et ça permettrait de sortir de cette spirale du surendettement qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un homme politique honnête qui vous dira on va rembourser la dette. Donc on paye nos intérêts, pour bien vous comprendre, on paye nos intérêts en faisant tourner la planche à billets pour rembourser les 50 milliards d'euros d'intérêts qu'on a chaque année. Monétiser la dette, c'est exactement ce qu'est en train de faire. C'est exactement ce qu'est en train de faire l'Union européenne, d'ailleurs, je vous signale, sans créer d'inflation, contrairement à ce qu'on a dit. C'est ce qu'est en train de faire la Grande-Bretagne. Et ça lui réussit, il faut bien le dire. Comme l'austérité. Plutôt bien. Non, c'est pas ça qui lui fait reprendre la croissance. C'est quoi alors ? Eh bien, c'est la monétisation de la dette qui lui permet de retrouver la voie de la croissance, alors que nous continuons à être en rase-motte. On vous entend moins sur la sortie de l'euro. Bah, pas du tout. Parce que pour retrouver une banque de France... Mais le problème, c'est que personne ne veut sortir de l'euro aujourd'hui, Marine Le Pen. Madame. Comment on fait aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui? Madame, on va continuer combien de temps avec cette monnaie qui nous ruine? Quand j'ai dit pendant des mois que l'euro était une monnaie surévaluée, souvenez-vous, sur tous les plateaux de télévision, tous les responsables politiques de droite comme de gauche venaient me dire mais comment une dévaluation, vous n'y pensez pas, vous êtes folle, non, vous pas allez à la nous gauche ruiner. à la gauche de la gauche, c'est un discours qu'on entend depuis assez longtemps maintenant dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, ou un peu plus récemment dans un Arnaud Montebourg. Ah, ben tiens, exemple. un peu très récemment, mais bien sûr, j'en viens là. Et donc aujourd'hui, tout le monde dit, mais M. Montebourg vient me dire, si on baissait de 20% l'euro, on créerait 300 000 emplois, on réduirait à zéro le déficit de la balance commerciale. Et on augmente d'autant notre dette. On réduirait d'un Est-ce qu'elle est contractée en tiers, euros, dit-il, on réduirait d'un tiers le déficit de la France. Alors pourquoi ne pas le faire? Eh bien parce qu'on ne le peut pas, parce qu'on est enfermé par le carcan de l'Union européenne, parce que l'Allemagne ne le voudra jamais, parce que la Banque centrale européenne est indépendante. Mais qui a commis toutes ces erreurs-là? C'est bien l'UMP et le PS qui ont voté le traité de Lisbonne contre la volonté des Français, qui ont enfermé notre économie dans cette prison. Par conséquent, quand on ne peut pas, eh bien il n'y a qu'une seule possibilité, c'est la renaissance du franc, c'est le retour concerté. On devient à la l'Albanie, monnaie quoi. nationale. On devient l'Albanie. Mais on était l'Albanie avant l'euro. Enfin, je sais que vous êtes jeune, mais quand même pas à ce point-là. Personne ne veut sortir de Madame, l'euro aujourd'hui, Madame Marine Le Pen. L'euro, et pour cause, madame, car un certain nombre de pays aujourd'hui... Mais non, madame, pas du tout. Il y a beaucoup, à mon avis, de pays qui reviendront. Mais arrêtez avec la fuite des capitaux. Pour l'instant, c'est aujourd'hui que les capitaux s'enfuient. Et pourtant, on a l'euro. La fuite des capitaux, c'est à cause de l'ouverture totale des frontières. Que les choses soient claires. Aujourd'hui, nous payons l'euro et l'euro nous coûte une fortune. Ça nous a coûté 70 milliards d'euros d'aggravation de la dette. Jusqu'à quand? Alors évidemment, les pays qui touchent de l'argent, ils se disent, tant qu'on en touche, on ne dit rien et on laisse filer. Mais il y a beaucoup d'économistes qui disent qu'on ne vivra plus comme ça, qu'on ne survivra pas, que notre économie mourra de cette monnaie. Alors je crois qu'il faut envisager calmement, avant qu'il nous pète aux moustaches, il faut envisager calmement la déconstruction de l'euro, telle que le prévoit d'ailleurs un certain nombre d'économistes, dont M. Gréau, M. Sapir, etc., etc. Est-ce que vous faites aujourd'hui, Marine Le Pen, le constat d'une France qui ne peut
plus réformé, qui va être figé dans les années qui viennent. On entend beaucoup ce terme de paralysie à la fois du pouvoir et de la France. Non mais ça c'est un argument, c'est l'argument du système, oui. C'est l'argument du système répété en boucle sur les plateaux. C'est pour ça que je vous pose la expliquer question. aux Français que la France est irréformable. Pourquoi ? Parce que la France refuse qu'on lui applique une austérité Pour massive. vous, elle est réformable, mais François Hollande s'y est mal pris. Mais c'est pas le problème, c'est que c'est les réformes qu'il veut faire qui sont mauvaises. Par conséquent, la France est parfaitement réformable. Encore faut-il que la réforme ne consiste pas à l'asphyxier, à appauvrir les Français, à effondrer leur pouvoir d'achat et à entraîner les conséquences économiques et sociales que l'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les réformes qu'a lancées François Hollande, pour vous, elles sont pas bonnes. Ah, il y en a... Celle sur la compétitivité, l'accord national interprofessionnel. Mais monsieur, tout cela, c'est du vent dans un pipeau. Voilà. La compétitivité ne sera pas résolue tant qu'on aura une monnaie surévaluée de 30%. Car, vous voyez ça, on le fabrique avec les mêmes salariés, les mêmes loyers, les mêmes charges. Vous le fabriquez en zone dollar, ça sort à 1 $. Vous le fabriquez en zone euro, ça sort à 1,30 $. Vous pensez pas Comment voulez-vous que l'on soit compétitif dans ces circonstances? Donc je vais vous expliquer très clairement le choix que l'on a. Soit on dévalue la monnaie, on ne peut le faire que si on retrouve notre monnaie nationale, soit on et notre baisse dette les salaires, augmente d'autant, soit, Marine Le Pen. Et notre soit, dette augmente d'autant que la dévaluation. C'est la règle, notre dette, J'y répondrai non. Notre dette, elle est non, contractée en euros. et non, non. Si on dévalue, la dette non, augmente. Non. J'y répondrai. Si vous voulez soit bien. on baisse les salaires, Ça n'est pas déflation arrivé, ça n'est pas salariale. arrivé en France depuis Ça n'est pas arrivé, mais c'est arrivé déjà dans des pays en Grèce. voisins. Voilà. Oui. Et ça nous pend au nez. Soit on effondre notre système de protection sociale. Eh bien, moi, je préfère la première solution et je refuse clairement la deuxième et la troisième solution. Non, monsieur. 80% de la dette est en réalité de droit français. Par conséquent, lorsqu'on sera revenu à une monnaie nationale, 1 € égale 1 franc, eh bien, elle sera libellée en francs. Il n'y a que 20% de la dette qui sera libellée en euros. Alors oui, effectivement, ça augmentera, je crois, de 3% du PIB, notre dette. Mais ça créera tellement d'emplois, ça donnera une telle oxygénation à notre économie et ça permettra de faire du patriotisme économique, de donner un avantage à nos entreprises nationales dans les marchés publics, que, croyez-moi, nous y gagnerons très largement par rapport à ce petit inconvénient. Il peut inconvénient. encore réagir, François Hollande, aujourd'hui, pour infléchir sa politique? Non, je crois. Mais infléchir quoi, monsieur? Comment? Car je vous rappelle que l'UMP et le PS, main dans la main, ont voté le traité budgétaire. Nous n'avons plus les manettes dans notre propre pays. Et d'ailleurs, dans quelques jours, la Commission européenne va analyser notre budget. Elle va nous dire si ça lui convient ou si ça lui convient pas. Et si ça lui convient pas, eh bien, nous pourrions éventuellement être victimes de sanctions de sa part. Ce qui n'arrive jamais. Hein. Voilà. Non, mais c'est avec la Commission européenne. Monsieur, c'est la première fois que cette analyse sera faite. Donc ça n'est jamais arrivé. Bruxelles généralement menace, mais les non, amendes monsieur, au non. pays, C'est même la- à ceux qui avaient laissé filer leur déficit. C'est la première fois que notre budget est soumis en vertu du vote de l'UMP et du PS. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus un peuple libre. Nous sommes en réalité un peuple esclave, car notre liberté a été vendue par la classe politique UMPS. François Mitterrand avait, au début de son mandat, fait la redistribution. Il avait gardé le plus dur, si je dirais, pour la fin. On a l'impression que François Hollande fait le pari inverse, c'est-à-dire que ce sont du sang et des larmes au début. Et il pense que, eh bien, il fait confiance au temps et que le temps lui donnera raison. Le président de la République n'est pas président de la République. Il est quoi? Il est dirigeant d'un gouvernement technique. Donc il ne fait pas de choix, il applique les ordres de l'Union européenne. Et si ça n'avait pas été lui, si ça avait été Nicolas Sarkozy, il aurait lui aussi appliqué les ordres de l'Union européenne. Il avait d'ailleurs commencé durant son mandat, puisque je vous rappelle encore une fois que sur les 84 taxes qui ont été créées, elles ont été créées dans la dernière année de Nicolas Sarkozy pour 30 milliards et la première de François Hollande pour 30 milliards. Égalité, la balle au centre. Voilà. Or, tout l'enjeu de l'avenir de notre pays va consister à reprendre la maîtrise de notre destin, que ce soit sur notre souveraineté territoriale, législative, budgétaire, monétaire. Marine Le Pen, la présidente du Front National, invitée de France Inter, du Parisien aujourd'hui en France et de France 24 pour une demi-heure encore jusqu'à 19h. Vos questions, vos commentaires, vos réactions à ces propos sur Twitter en direct avec le mot-clé TousPol. Tous politiques. Une émission présentée par Marc Fauvel de France Inter, Roselyne Fèvre de France 24 et Mathieu Croissando du Parisien aujourd'hui en France.
Alors on s'est bousculé hier sur la tombe du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises pour l'anniversaire de sa mort. Gauche-droite étaient représentés. Le numéro 2 du Front National, Florian Philippot, était présent. Est-ce qu'il était là à titre personnel ou au nom du Front National? Il était là à titre personnel, mais ça change quoi? Moi, j'ai trouvé franchement indécent les réactions que ça a entraînées, notamment à l'UMP. J'aurais été choqué que le Front National envoie une délégation. C'est Bruno Gollnisch qui dit ça. Oui, c'est pour mais ça vous qu'on savez- vous pose la question. Mais sur la non, mais différence entre- mais vous savez, au Front National, c'est un parti de rassemblement. Il y a Mais des c'est pas gens un qui parti qui a apprécient. toujours été gaulliste. Il y a des gens qui apprécient le général de Gaulle. Il y a des gens Vous qui l'admirez l'apprécient ou pas? moins. Vous l'avez admiré? Et puis il y a même des gens qui arrivent à avoir l'intelligence de ne pas apprécier un certain nombre de ses actes. Et vous savez Et vous, ce Marine que Le je Pen pense. Vous l'avez savez ce admiré? que je pense de la manière dont il s'est comporté, notamment à l'égard des pieds noirs et des harkis. Je pense que son comportement a été coupable. Mais il y a aussi, dans le même temps, je considère qu'il avait une vision de la France, qu'il a défendu la souveraineté de la France et que l'UMP est bien mal placé aujourd'hui pour venir se présenter comme les héritiers du général de Gaulle. Car quand le général de Gaulle a vu les dirigeants de l'UMP réintégrer la France dans l'OTAN, mettre en place une politique ultralibérale, rompre, violer la volonté du peuple français lors du référendum de 2005, transférer la souveraineté des pans entiers de notre souveraineté à l'Union européenne et avoir une politique atlantiste comme Vous voulez elle dire a. que De Gaulle, Qu'est-ce que vous croyez aujourd'hui, il voterait pour vous? Non mais C'est c'est ce que pas- vous voulez dire? Qu'est-ce que vous croyez que le général de Gaulle, très honnêtement, aurait pensé de tout cela? Voilà. Donc je pense que le général de Gaulle n'appartient pas à l'UMP, il appartient à l'histoire des Français, mais il est sûr que les grandes options politiques qui étaient les siennes sont en contradiction totale avec la politique qui est aujourd'hui défendue Vous par auriez pu y aller, vous, l'UMP Maître et Croissando? par- Vous et auriez par pu y aller et par le PS. Vous auriez pu y aller, vous? Non, je n'y serais pas allé parce que je sais que c'est un sujet sensible, notamment, encore une fois, à l'égard des harkis, à l'égard des pieds noirs, dont la souffrance est encore vive. Et par conséquent, je n'aurais pas fait ce déplacement. Mais encore une fois, je pense que il y avait chez le général de Gaulle une vision de la France, de sa liberté, de sa souveraineté, qui aujourd'hui a été totalement bradée et dont les seuls encore qui soient dans la classe politique susceptibles de défendre cette liberté et sa souveraineté, en grande partie, c'est évidemment le Front National. Pourtant, il y a beaucoup de gaullistes qui rejoignent le Front National. On en a Et vu pour un cause. deuxième. Là, C'est pas important. Et donc Et donc, si Et vous donc voulez, Philippe Martel, donc, qui a servi Jacques Chirac de longues années au RPR, puis Alain Juppé, ce sont des ralliements que... Comment vous expliquez ces ralliements Mais les Front National. ralliements vers le Front National viennent de partout. Voilà, je crois qu'encore une fois, nous sommes aujourd'hui le seul mouvement, justement, qui n'est pas sectaire, comme le Parti Socialiste ou l'UMP, qui voulons rassembler tous les patriotes d'où qu'ils viennent. Nous accueillons des gens qui viennent du Parti communiste, qui viennent les du Parti accueillez ou Socialiste. vous allez les chercher? Non, nous les accueillons. Ils toquent à votre Qui porte? Oui, bien sûr. Et même, ils se présentent comme candidats pour certains aux municipales. Vous avez une idée de la Qui proportion viennent- des qui candidats, viennent on de va parler l'UMP. tout à l'heure des municipales, qui ne viennent pas des rangs ni du Front National, ni des sympathisants de votre parti? Vous avez une idée de la composition des listes? Ce sera quoi? Il y aura 5, 10, 15, 20, 30% des gens qui viennent, par exemple, de la gauche? Écoutez, je ne peux pas vous répondre là parce que je n'ai pas les chiffres, mais c'est un pourcentage qui n'est loin d'être négligeable. Parce qu'encore une fois, nous sommes les seuls à avoir une véritable dynamique aujourd'hui. Qui attire aujourd'hui des gens nouveaux? C'est le Front National et le Rassemblement Bleu Marine. Qui est capable de présenter, Qu'est-ce se qui présentant séduit, comme qu'est-ce qui ni de- séduit chez ces gens-là, le Front National? Qu'est-ce qui les séduit? Mais ces solutions, madame. Voyant les résultats de la politique menée par l'UMPS depuis 30 ans, aujourd'hui, les Français ouvrent les yeux avec lucidité et se disent on ne peut pas continuer dans cette situation. Il faut radicalement changer de direction. Or, le Front National a un programme en même temps raisonnable, raisonné, intelligent, appuyé, réfléchi. Et c'est cela ça va qui les chevilles. pousse les gens. Mais oui, mais c'est encore une fois, c'est un programme politique. C'est pas à moi que je lance des fleurs, madame. C'est cela qui attire les gens et qui leur donne envie de s'engager auprès de nous. Question de Mathieu Croissando. Alors, Marine Le Pen, depuis quelques semaines, il y a un débat qui monte en France sur le racisme. On a vu une de vos candidates qui a été sanctionnée depuis comparer la garde des Sceaux à un singe. On a vu des enfants agiter des pots de bananes en criant les bananes pour la Guenon, toujours à propos de Madame Taubira. Est-ce que la France devient plus raciste, Marine Le Pen? Mais d'abord, c'est un débat qui agite la classe dominante. Hein. Ça agite pas les Français, je vous le dis clairement. Hein. Bah, les Français disent oui, Je peux vous dire que dans la France est rue- plus raciste quand on les Non, interroge par je peux vous sondage dire- en tout non, cas. mais je peux- des actes non, mais je peux vous dire que racistes dans et- la rue, honnêtement, c'est pas de ça dont ils parlent.
Que les choses soient très claires. Alors ça, c'est des débats qui agitent, je sais pas, Mme Jane Birkin, Monsieur Debbouze, qu'on est venu chercher pour aller expliquer aux Français que ce sont des sales racistes. Des Vous en pensez quoi, Marine Le Pen? Est-ce que la France est plus raciste aujourd'hui? La France est le pays le moins raciste du monde. Voilà, c'est clair? Du monde. Voilà. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça, parce que je le vois. Parce que les Français n'ont absolument aucune réticence à l'égard des gens au motif de leur couleur de peau, au motif de leur origine, pour peu que ces gens se comportent bien, soient bien élevés, respectent les valeurs de la France. Eh bien, ils ont accueilli, les Français, beaucoup de gens. Vous avez été choqué, vous? Trop même, d'ailleurs, je vous le dis clairement, trop. L'immigration est trop importante, Non, elle là, a été trop importante. Madame Le Pen, là, on ne parle pas d'immigration, voilà. on parle de comparaison de Madame Taubira, qui est française, à un singe. Est-ce que ça vous a choqué? Monsieur, ce propos est scandaleux. Il a entraîné dans les 12 heures l'exclusion de cette candidate. Mais je remarque que quand c'est le Front National, on en fait. Hein. Mais la responsable UMP, qui était avec ses enfants, qui jetaient des bananes à Madame Taubira, Monsieur Copé l'a-t-il exclu de l'UMP? Les journalistes lui ont-ils posé cette question-là? Voilà, je veux dire qu'il y a une utilisation. Je crois qu'il y a une instrument. C'était une de vos candidates qui l'a comparé à ça. Je vous l'avais écrit, Mme Taubira? Non, monsieur, je ne lui ai pas écrit, car 3 heures n'étaient pas passées que Mme Taubira insultait dans des termes ignominieux le Front National dans son ensemble, de manière outrancière, elle avait parlé de parti mortifère au sujet du Front National. Non, elle avait dit des choses bien pires que cela, monsieur. Bien pire que cela. Disons, le Front National, c'est les Noirs dans les branches, les Juifs au four, les Arabes à la mer. Ce type de propos de la part du ministre de la Justice, ça, c'est pas un dérapage? Ben ça, je trouve que c'est un sacré dérapage, figurez-vous. Alors voilà, ce débat, il est instrumentalisé pour culpabiliser les Français. Pour vous, il y a les enquêtes d'opinion qui montrent que le racisme monte, les chiffres d'agression raciste qui montent, tout ça, ça ne traduit pas un climat de rejet de l'autre? Non, très honnêtement, quand on regarde ça n'est pas vrai. Ça ne monte pas. Il y a une chose qui monte, ce sont les menaces à l'égard de nos compatriotes juifs, dont l'immense majorité sont les victimes de fondamentalistes islamiques. 23% d'augmentation. Mais ça, peut-être qu'on ne le dit pas assez. Ça, Marine Le Pen, 23% d'augmentation. Merci de me permettre, d'ailleurs, de le dire. Quant aux actes soi-disant islamophobes, qui sont calculés par un collectif financé par M. Soros, qui n'a aucune légitimité. 23% d'augmentation des actes racistes en France en 2012, d'après la Commission nationale des droits de l'homme. D'accord. Combien? Ça fait 300 actes? C'est malheureux. C'est 300 de trop. Mais 300 par rapport à combien de millions de crimes et délits en France? 16 millions? 17 millions? 18 millions? Alors, très honnêtement, je crois qu'encore une fois, il s'agit là d'un débat artificiel, monté pour détourner l'attention du chômage, des plans sociaux qui se multiplient, de l'aggravation de la fiscalité insupportable dans notre pays, de l'aggravation de la pauvreté, de ces 1 Français sur 3 qui ne se soignent plus correctement parce qu'ils n'en ont plus les moyens, etc., etc. Sauf que ça ne marche pas. Parce que ça marchait dans les années 80, figurez-vous, mais ça marche plus. Il faudrait peut-être le dire à Harlem Désir, parce que j'ai peur qu'il s'épuise pour Alors, si vous n'acceptez pas le terme raciste, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une xénophobie d'humeur, en tout cas, qui touche aussi la France, certains pays européens, quand on voit que, par exemple, la Bulgarie est en train de construire un mur de 30 km sur sa frontière avec la Turquie. Mais pourquoi? Est-ce que là, il n'y a pas quand même la peur de l'étranger? Vous pouvez vous exprimer là-dessus. Madame, est-ce qu'il n'est pas scandaleux d'apposer ce terme de xénophobe à ceux qui s'opposent à l'immigration? Est-ce que ça n'est pas une manière très insidieuse de criminaliser la peur de l'étranger? Mais non, mais personne n'a peur de l'étranger. Mais beaucoup de gens ont peur de l'immigration, oui, lorsqu'elle est délirante, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais c'est pas, ils n'ont pas peur de l'étranger. On dit qu'il n'y a pas de peur de l'étranger, il y a une peur de l'immigration. Oui, et alors? Ça veut dire une peur de l'étranger quand il franchit sa frontière et qu'il vient chez nous. L'immigration est un phénomène politique, c'est un phénomène culturel, c'est un phénomène économique. On peut parfaitement lutter de toutes ses forces contre ce phénomène sans s'attaquer aux immigrés. Et c'est ce que nous avons d'ailleurs toujours fait. Alors oui, il y a une grosse inquiétude dans les pays européens et ils ont raison d'être inquiets car l'immigration est un problème majeur auquel aucune réponse n'est apportée puisque nos frontières sont grandes ouvertes, que toutes les pompes aspirantes, ils font des murs. Que toutes les pompes aspirantes de l'immigration sont en place, que l'AME d'ailleurs a explosé. Je vous rappelle juste l'aide médicale d'État qui bénéficie aux clandestins, c'était 70 millions lors de sa mise en œuvre dans les années en 2000.
000. Aujourd'hui, c'est 800 millions C'est d'euros. 500 millions, non? Non, 800 millions. Selon le dernier rapport qui a été publié, 800 millions, voilà ce que ce sera en 2013. Est-ce que vous croyez qu'on peut continuer à accueillir autant d'étrangers, comme l'ont voulu d'ailleurs et Nicolas Sarkozy et François Hollande, quand on ne peut plus loger les Français, quand on ne peut plus les soigner correctement, quand on ne peut plus leur accorder l'aide sociale auquel ils ont droit, quand on a 5 millions de chômeurs? C'est déraisonnable, c'est même dangereux, parce qu'évidemment, au bout d'un moment, il y a un phénomène de ras-le-bol qui crée des situations conflictuelles. Oui, c'est sûr, évidemment. Encore un mot, Marine Le Pen. Vous parliez de Jean-François Copé il y a quelques instants. Il se dit victime, le président de l'UMP, d'attaques antisémites de la part de certains de vos sympathisants. Je vous propose de l'écouter. C'était aujourd'hui sur France 3. J'ai dit mon indignation devant les propos dont Madame Taubira a été victime. Je ne l'ai pas entendu d'ailleurs, ni elle ni ses amis, dire quoi que ce soit lorsque j'ai été moi-même l'objet de propos antisémites de la part d'un certain nombre de responsables du Front National. J'ai trouvé récemment sur un blog d'un candidat du Front National des propos antisémites. Voilà, Jean-François Copé fait référence, non pas à un blog, nous semble-t-il, mais à une page Facebook. C'est le Parisien qui avait révélé cette affaire il y a quelques jours. Félicitations. C'est une page Facebook. Je vais juste expliquer ce qu'il y a dedans. Du Front National. C'est le cadre du Front National et les commentaires en dessous. Et sur la vôtre, monsieur, est-ce que vous avez regardé dans vos forums ce qu'il y a comme propos? Parce que moi, je suis allé regarder. Et croyez-moi que de temps en temps, c'est assez surprenant, voyez-vous. Voilà, la vraie question, on essaie de les modérer. On essaie de les modérer. Et quand il y a des commentaires. Et pourtant, malgré le fait que ce soit modéré, cher monsieur, de temps en temps, on en trouve aussi. Et c'est pas à piquer des hannetons, figurez-vous. Et vous n'êtes pas le seul. L'Express, Le Point, Le Figaro, l'Humanité, Le Monde, etc. Chacun a sa dose de gens qui viennent exprimer. De la loi. Mais vous savez que sur Facebook, on ne peut pas faire ça. On ne peut modérer qu'a posteriori. Alors, je vais vous dire une chose. Je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut se commettre dans une telle manipulation. Parlez de Jean-François Copé. Comment peut-on avoir aussi peu d'honneur pour faire ainsi du sous-Harlem Désir? Monsieur Copé, on savait qu'il était déjà un petit tricheur, on sait maintenant que c'est un gros menteur. Car la réalité, c'est qu'il a dit que c'était des propos tenus par des cadres du Front, c'est faux. Non, c'est sur la page Facebook d'un cadre du Front National, des commentaires ont été postés. C'est un commentaire effectué sur la page Facebook d'un candidat au municipal. Et honnêtement, ça mérite une manchette. Mais vous voulez que je vous dise de quoi je suis traité, moi, tous les jours? Vous croyez? Mais l'un n'excuse pas l'autre. Mais ça ne me choque pas, monsieur. Mais vous croyez très honnêtement que est-ce qu'il faut tous les jours exprimer son indignation? Faire de la politique, c'est accepter de temps en temps d'être un peu bousculé. Vous venez de dénoncer tout à l'heure les attaques antisémites de la part des fondamentalistes musulmans, disiez-vous. Mais comment pouvez-vous tomber dans ce genre de manip? Et comment M. Copé peut tomber dans ce genre de manipulation? Il n'a rien d'autre à faire que d'aller regarder comme ça les commentaires d'une page Facebook d'un des 800 candidats du Front National. Mais alors moi, sur ma page Facebook, à moi, je suis menacé de mort tous les jours. Est-ce que je suis responsable de ces menaces de mort, monsieur? Puisque c'est sur ma page Facebook? Bien entendu que non. Tout cela est dérisoire et honnêtement pas très honorable. Et je n'ai rien entendu non plus d'ailleurs quand Marion s'est fait traiter de salope par un assistant parlementaire d'un sénateur. Je n'ai rien entendu quand un élu du Front de gauche a eu des condamnations, y compris à gauche, sur ça. En disant « cette truie, on va lui casser les os ». Voilà, mais je ne suis pas venu me plaindre et je ne le ferai pas parce que très honnêtement, que le débat politique en arrive là, je trouve que vis-à-vis des souffrances que vivent les Français, c'est juste scandaleux. Roselyne Febvre. Marine Le Pen, vous avez tenu des propos ambigus au moment de la libération des otages au Niger. Avant d'en reparler, je vous propose de réécouter cet extrait, c'était sur Europe 1. Écoutez, ces images m'ont laissé dubitative. Je vous l'ai dit très sincèrement. J'ai trouvé ces images étonnantes, j'ai trouvé cette extrême réserve étonnante, j'ai trouvé leur habillement étonnant, j'ai ressenti un malaise en voyant ces images. Je pense que qu'est-ce qui vous a gêné? Je pense que j'ai pas été la seule. Voilà, j'ai l'impression d'avoir des images d'hommes qui étaient très réservé, c'est le moins qu'on puisse dire. Les deux qui portaient la barbe taillée d'une manière qui était tout de même assez
étonnante, l'habillement était étrange, enfin voilà. Ils reviennent de 3 ans de détention quand même. Bien sûr, monsieur, mais cet otage avec, peut être pas bien rasé dans ces cas-là. le chèche sur le visage, tout ça, voilà, je pense que ça mérite peut-être quelques explications de leur part, parce que c'est vrai que ça a laissé, je crois, une impression étrange aux Français. Alors Marine Le Pen, est-ce que c'était que du ressenti? Est-ce que c'était de la rumeur? Est-ce que c'était des infos que vous aviez eues? Pourquoi, au fond, cette sortie-là? Parce qu'on a senti qu'après, vous ne saviez plus trop quoi dire. J'ai dit ce que j'avais ressenti. Mais est-ce que c'était basé que sur votre ressenti? Ou est-ce que vous avez eu des infos? Non, c'était basé que sur mon ressenti. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agissait pas là, encore une fois, de critiques à l'égard des otages, que les choses soient très claires. Vous dites qu'il va falloir qu'ils s'expliquent. Non, qu'ils apportent une explication, mais ils pouvaient très bien apporter une explication en disant ce qui aurait d'ailleurs, car dans tous les cas, c'est le gouvernement qui était responsable, qui a voulu instrumentaliser comme ça se fait à chaque fois, ce qui honnêtement maintenant nous donne la nausée. C'est le gouvernement qui leur a demandé de rester barbus. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis soit ils les ont sortis de l'avion, ils les ont mis comme ça devant les caméras, ce que je trouve délirant, car laisser des otages dans les attributs de leur tortionnaire, quoi, de leur ravisseur, ça avait quelque chose d'étonnant. Voilà, j'ai uniquement exprimé cette idée. Mais j'ai l'impression qu'en France aujourd'hui, il y a quand même un vrai problème de liberté d'expression. Je vous le dis clairement. Alors, non, il y a quand même un vrai problème, car c'est tellement la chasse, si vous voulez, ou au buzz ou au dérapage, que on ne peut plus exprimer quelque chose sans immédiatement que l'infernale machine médiatique et politique se mette en route, alors qu'il s'agissait là, je crois, de quelque chose que beaucoup de Français ont ressenti. Je n'ai pas voulu faire d'hypothèse sur la raison, encore une fois, de cette présentation. Je n'en ferai toujours pas, d'ailleurs. Il y a un secrétaire départemental du Front National qui, lui, a fait une hypothèse, en tout cas a expliqué, a été un peu plus précis que vous dans son ressenti. C'est Jean-Claude Autobruck. Lui, il dit « J'ai été surpris de voir arriver des islamistes fondamentalistes au lieu de Français ». Non, il a dit... M. Autobruck est le secrétaire départemental de la Réunion. Oui. Et il a dit... Il a dit « J'ai été étonné, comme d'autres l'ont dit d'ailleurs, de voir ces otages affublés comme leurs ravisseurs. » J'ai été surpris de j'ai voir eu le arriver sentiment, des islamistes fondamentalistes au lieu de Français. Il dit j'ai eu le sentiment à les voir J'ai vu arriver des islamistes fondamentalistes. C'est ça que vous vouliez dire? Non, c'est ça qu'il a voulu dire. Et vous, c'est ça qu'il a écrit. Non, mais monsieur, il ne l'a pas écrit. Non, monsieur, il ne l'a pas écrit. Écoutez la vidéo en entier. On comprend très bien qu'il a dit, il a été choqué de les voir arriver habillés comme. Bon, voilà. C'était le trouble que vous avez ressenti. Oui, c'est le trouble que j'ai ressenti. Vous aussi, vous avez cru voir arriver des islamistes fondamentalistes? Non, parce que je vous ai dit clairement. J'ai l'impression de pas parler français. Peut-être je m'exprime mal, peut-être. Qu'ils sont arrivés avec les attributs de leurs ravisseurs. Et j'ai trouvé ça choquant. Et quelle que soit, monsieur, l'explication à cette situation, je pense que c'est ceux qui ont instrumentalisé cette libération, c'est-à-dire le gouvernement français qui est responsable. Et en aucun cas, les otages. Marine Le Pen, invitée de Tous Politiques pour un petit quart d'heure encore jusqu'à 19h pour aborder maintenant votre prochain combat électoral, celui qui vous occupe déjà depuis quelques mois, c'est bien sûr celui des municipales. Mathieu Croissando. Marine Le Pen, dans 4 mois, ce sont les municipales. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs? Combien de villes le Front National veut-il prendre? Non, pas du tout. Je ne me suis pas fixé d'objectifs. Nous n'avons pas de ville. Nous n'avons que 60 conseillers municipaux. Ce que nous voulons, c'est être présents partout. Ce qui serait d'ailleurs que justice. Car enfin, nous sommes tout de même un des 3 premiers partis de France. Peut-être même, après tout, le premier. Et il n'y a aucune raison pour que nous ne soyons pas présents dans des villes, pour que nous n'ayons pas des centaines de conseillers municipaux. Donc nous allons résoudre cette... Vous n'envisagez pas que le Front National décroche des mairies aux prochaines municipales? Tout à fait, mais je trouve ça tout à fait normal. Je ne comprends pas pourquoi ça crée autant d'agitation. Il n'y a pas un objectif chiffré. Car il est tout à fait normal. Tous les partis voilà, donc il est tout à fait normal. Il est tout à fait normal que le Front National puisse diriger des villes, ait des centaines de conseillers municipaux. C'est ce à quoi nous allons nous atteler. Mais personne ne peut, évidemment, tout le monde sait qu'il y a des élections municipales et des élections européennes. Et les Français commencent à le savoir d'autant mieux, figurez-vous, qu'il semblerait qu'un certain nombre de gros dossiers très gênants pour le gouvernement soient reportés après ces élections. Ce qui, vous l'admettrez, est une méthode particulièrement malhonnête.
La réforme pénale, ainsi, est rejetée après les élections. L'écotaxe, semble-t-il, sera appliquée au mois de juillet, juste après la fin des élections européennes. Le droit de vote des étrangers, dit-on aussi, serait abordé après les élections. Mais est-ce une méthode de gouvernement? Est-ce une méthode honnête que de repousser après les échéances électorales des réformes telles que celle-là vis-à-vis des Français? Moi, je trouve ça très cynique et très malhonnête de la part du gouvernement. Avec vous, mais est-ce qu'on va dire en sous-main, il y a des alliances qui seront possibles? Mais je crois qu'il y a en sous-main, comme vous dites, il y a surtout des milliers d'électeurs et peut-être même d'adhérents de l'UMP qui se sentent beaucoup plus proches des idées du Front National que des idées et des méthodes d'ailleurs développées par M. Copé. Puis j'espère que la petite manipulation dont il vient de se rendre victime, coupable aujourd'hui, permettra à des milliers d'adhérents de l'UMP de rendre leur carte. Parce que quand on voit la manière dont il se comporte, quand on voit encore une fois les méthodes socialo-communistes qu'il utilise, je pense que ça finira de dégoûter beaucoup de gens qui se sentent très proches de nous. Et il y a des cadres aussi qui se sentent proches et qui se disent... Des cadres quoi, de l'UMP? De l'UMP, oui, bien sûr. Mais pour répondre précisément à la question, il y a des sympathisants. Et qui se disent, sur la base de la charte du Rassemblement Bleu Marine, qui évoque des points politiques, car nous ne faisons pas de politique politicienne. Ça veut dire que des alliances sont possibles localement, ce que vous dites, entre l'UMP et vous. Écoutez, non mais pourquoi l'UMP? Il y a des divers droites, il y a des divers gauches. Je trouve que le gros des élus aujourd'hui... Est-ce que faire alliance localement dans les grandes villes, est-ce que faire alliance localement avec des élus UMP ou des sympathisants UMP, c'est pas rentrer dans le système que vous dénoncez? Mais non mais monsieur, d'abord nous ne faisons pas alliance avec l'UMP. Il y a des gens qui viennent, certains de l'UMP, mais beaucoup qui viennent de divers droites, divers gauches, faut le dire, et qui sur la base de la charte du Rassemblement Bleu Marine, qui s'engagent à ne pas augmenter les impôts, à arrêter les subventions aux associations communautaristes, à régler les problèmes de sécurité dans les villes, etc., disent, écoutez, sur la gestion locale, sur ces fondements-là que vous avez très clairement indiqués dans votre charte, je suis prêt à accepter de faire il y aura d'alliances, une à votre liste avis avec vous. Combien de villes? Peu. Le danger pour l'UMP, c'est entre les deux tours. Mais ça, c'est leur problème, pas le nôtre. Est-ce qu'il suffit de 10% des voix pour se maintenir au municipal? Il y aura de très nombreuses triangulaires, on peut le supposer, PS, UMP, Front National. Est-ce qu'objectivement, vous n'êtes pas la meilleure chance de François Hollande de conserver des dizaines ou des centaines de villes, c'est-à-dire un candidat de gauche face ça au Front National? Oui, ça, c'est la rhétorique de l'UMP. C'est aussi la rhétorique qu'on peut entendre en off à gauche en ce moment. Non, c'est la rhétorique après tout, tant que le FN monte... Mais voyez, ça n'a pas l'air d'être vrai, puisque dans les sondages qui sont faits à Toulouse, lorsque le Front National est présent au second tour, eh bien les socialistes font... vous êtes d'accord? Les socialistes font plus que lorsque le Front National... font moins, que lorsque le Front National n'est pas présent au second tour. Ça arrange François Hollande que le Front National monte? Ça l'arrange, François Hollande? Non, je ne crois pas du tout que ça l'arrange. Je crois que ça n'arrange personne et c'est ce qui explique d'ailleurs l'affolement général de la classe politique. Vous avez remarqué quand même, il n'y a pas de hasard, que depuis qu'un sondage nous a donné en tête aux européennes, eh bien, ça tombe sur nous comme un gravelotte. Tous les jours, on nous tape dessus. Tous les jours, on crée un scandale artificiel. Tous les jours, tous les articles, tous les journaux, tous les politiques nous tapent dessus. Vous savez, les Français, ils voient ça, ils sont pas dupes. Ils ont bien compris qu'il y a là un tir de barrage parce que la classe politique est dans l'affolement total, car ils voient qu'ils n'arrivent plus à attirer personne et que c'est la fuite vers le seul mouvement patriote français. Marine Le Pen, il nous reste quelques minutes seulement. Un mot peut-être sur Marseille tout d'abord. Oui, peut-être avec Jean-Marc Ayrault qui est arrivé cette semaine à Marseille et 2 jours après, un nouveau mort. Est-ce que c'est comme quoi on peut arriver avec de l'argent dans les poches, des policiers en plus, et ça fait rien? Mais évidemment que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de la faiblesse de notre système de renseignement policier à Marseille, où ils sont totalement démunis, alors que c'est une ville gigantesque, et les chiffres des gens qui se consacrent au renseignement à Marseille sont dérisoires, notamment par rapport à Paris, alors que c'est à peu près comparable. Et donc, on ne réglera pas le problème avec de l'argent. Je trouve d'ailleurs, encore une fois, cette méthode qui consiste à arriver en faisant des promesses de 3 milliards pour espérer gagner la ville de Marseille, tout ça,
c'est pas loyal, quoi. C'est pas honnête. On a le droit de faire de la politique honnêtement et de manière loyale. On n'est pas obligé d'utiliser toutes les ficelles, toutes les malhonnêtetés, toutes les manipulations, etc. Mais c'est bien parce qu'on voit pas l'argent et les moyens, c'est quoi? Vous me direz, on voit qu'il y a des milliards, parce que je crois qu'il y a 4,5 milliards qui vont être empruntés là pour solder la dette du Crédit Lyonnais. Ça vous choque? Le sauvetage du Crédit Lyonnais, oui, ça me choque. Concrètement, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour honorer cette dernière tranche de remboursement de cette dette? Mais de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement, puisqu'ils se sont engagés à sauver le Crédit Lyonnais. Mais les conditions dans lesquelles ça s'est fait sur le dos des Français, on aurait peut-être pu, effectivement, en discuter quand même. Mais voilà, donc pour Marseille, est-ce que vous ne croyez pas que ces travaux qui sont censés se dérouler sur 20 ans, je crois, n'auraient pas pu attendre, en termes de loyauté et d'honnêteté, une annonce après les élections municipales? Non, bon, voilà, donc quand on en arrive là, eh bien ça prouve qu'on est très inquiet pour les résultats. Et M. Ayrault a d'ailleurs raison d'être très inquiet. On voudrait avoir votre avis, Marine Le Pen, sur la prostitution. Il y a un projet de loi. Est-ce que vous êtes favorable à la pénalisation du client? Alors voilà encore un sujet, écoutez, franchement, est-ce que vous croyez, combien croyez-vous qu'il y a de Français qui se réveillent le matin en se disant « l'urgence », c'est de régler le problème de la pénalisation des clients des prostituées. Non, c'est de la prostitution générale. Et tout ce que ça génère autour. Mais on a le droit de se poser la question. Mais surtout quand on n'apporte absolument aucune réponse à ce qui inquiète les Français, on a le droit de lancer comme ça des signaux. Moi, je ne vois pas l'intérêt d'apporter une réforme dans ce domaine. La seule réforme qu'il faudrait apporter, c'est de remettre des frontières pour pouvoir lutter efficacement contre les réseaux mafieux qui ont profité de l'ouverture totale des frontières pour soumettre en esclavage des jeunes filles qu'ils vont chercher en Europe de l'Est et qu'ils mettent sur le trottoir. Voilà ce que l'on doit faire. Ça relève du travail policier, ça relève du travail de la justice et ça relève aussi du travail des politiques, puisque quand on ouvre les frontières, les mafias passent aussi, les réseaux passent aussi, les voyous, les voleurs, etc., etc. Marine Le Pen, c'est le moment de la dernière séquence de cette émission. Ça s'appelle Droit au but. C'est une série de questions-réponses rapides, si c'est possible, et sans langue de bois, si ça l'est également. C'est Roselyne Fèvre qui vous pose la première. Vous étiez avocate avant de faire de la politique. Quelle est la meilleure cause que vous ayez plaidée? Ou la plus belle, ou la plus... La plus belle, c'était... je n'ai pas plaidé. Meilleure. Pour être très honnête, je n'ai pas plaidé, mais j'étais l'assistante, la collaboratrice d'un avocat qui était avocat des polytransfusés dans l'affaire du sang contaminé. J'ai donc suivi le procès en première instance et en appel intégralement, et j'en garde effectivement un souvenir ému. Mathieu Croissando. Alors, Gilbert Collard, qui est député du Rassemblement Bleu Marine, se décrit comme un casse-couille démocratique. Vous, comment vous décririez-vous? Oui, pour l'instant, je vous signale, puisque c'est une information, que son directeur de campagne vient de se faire très brutalement agresser, ce qui a nécessité son hospitalisation à Saint-Gilles, où Gilbert sera candidat. Moi, je crois que je suis une courageuse. Je le crois. En tout cas, je l'espère. Le défaut qu'a votre père et que vous n'avez pas? Il pardonne trop facilement. La seule chose qui pourrait vous faire arrêter la politique, Marine Le Pen? Mes enfants. Vous avez repris la cigarette? Pas du tout. Je n'ai pas repris la cigarette. Et puis question sur Twitter, c'est Nicolas qui vous interroge. Condamnez-vous au moins un des propos de votre père? Et si oui, lequel? Nicolas sur Twitter. Ça ne m'intéresse pas, j'ai parlé de ça. Pas de réponse? Ça fait 12 ans que je parle de ça. C'est bon, là, je veux dire, ça commence à bien faire, ça n'intéresse plus personne. C'est vraiment le genre de sujet, je veux dire, je crois qu'on a fait 8000 fois le tour. Alors, la principale qualité de Jean-Luc Mélenchon, s'il en a une, à vos yeux? C'est un bon tribun. Vous faites toujours du tir sportif? Oui. Votre arme de prédilection, c'est? C'est le revolver, 4 pouces et demi. Merci Marine Le Pen d'avoir été notre invitée et puis rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité, très bonne soirée à vous.